bonjour, je crois que nous allons commencer. Je vais vous présenter Khosrau Mani, qui est un écrivain afghan, et nous allons parler de son livre qui s'appelle La mort et son frère. Je vais commencer par vous dire 2 ou 3 mots sur lui, et puis ensuite, ensuite on va continuer. Donc Khosrau est né à Kaboul, en Afghanistan. Il est réfugié en France depuis 2015. Il est journaliste. Il est aussi l'auteur de 6 romans, dont 2 ont été traduits en français. Une petite vie, et puis La mort et son frère, qui est traduit du persan et qui est publié chez Actes Sud. Khosrau, il est journaliste. Il a commencé à travailler à Kaboul pour Radio Free Europe, puis d'autres médias. Il a dû arrêter de travailler pour Radio Free Europe à cause des menaces des talibans. Il a commencé à travailler pour d'autres médias. Les menaces se sont aggravées et il a dû quitter l'Afghanistan en 2015. Voilà, et donc il est arrivé en France. Il travaille comme journaliste maintenant, notamment pour France 24. Pour France 24. Et donc, je vais vous parler du livre qui vient d'être publié chez Actes Sud. En gros, La mort et son frère raconte, c'est l'histoire d'une roquette qui tombe sur une maison à Kaboul, qui décime une famille. Et cet attentat est raconté d'une multitude de points de vue, je dirais une trentaine de points de vue. Un chauffeur de taxi, un herboriste sikh, un chien, un gosse des rues, un flic corrompu, un poète qui écoute Jimi Hendrix, un homme afghan qui a été hippie dans les années 70 en Afghanistan, un mollah extrémiste, enfin, toutes sortes, un apprenti terroriste aussi. Toutes sortes de gens qui vivent à Kaboul. Ça nous donne à la fois une idée de ce que c'est Kaboul aujourd'hui. Et puis, voilà, on va donc en parler. Et chaque chapitre est comme une micro-nouvelle. Les derniers chapitres en particulier sont extrêmement forts et denses. Avant qu'on ne commence à en parler, Khosrau et moi, j'aimerais bien qu'il nous lise un tout petit passage de son roman ou de ce recueil de nouvelles, je ne sais pas, on va voir. Et puis voilà, pour que vous entendiez sa voix d'écrivain. Bonjour. اگرچه نام شهر او نیز کابل است، آن کابل با این کابل فرق دارد و این فرق فراورده کارخانه عظیم تخیل اوست. فراورده‌ای که بر بنیاد آن کابل شهری است بسیار زیبا و قدیمی، شهری که از میان آن رودخانه همیشه خروشان می‌گذرد و در دو سوی رودخانه چایخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها و بارها و باشگاه‌های شبانه وجود دارد. و در کنار رودخانه زنان و مردان خوشپوش کنار هم نشستند و آب جو می نوشند. و رودخانه همچنان از میان شهر می گذرد، شهر عظیم با معماری شگفت‌انگیز که در آن یک باغ معلق وجود دارد و چندین و چند آتشکده و صومعات و کلیسا و کنیسه و مسجد و معبدی که اکنون همه به موزیم بدل شده. Merci beaucoup. Je vais vous lire la traduction, puisque j'imagine que vous n'êtes pas tous le persan. Son Kaboul à lui diffère de l'autre Kaboul, et cette différence est le fruit du formidable laboratoire de son imaginaire, qui a façonné une ville pleine de beauté et d'histoire, traversée par un fleuve éternellement rugissant, bordée sur les 2 rives par des salons de thé, des cafés, des bars et des boîtes de nuit, où des jeunes femmes et des jeunes gens élégants boivent ensemble de la bière devant le fleuve qui poursuit son cours à travers la ville. C'est une grande ville avec des bâtiments splendides, des jardins suspendus, de nombreux temples zoroastriens et hindous, des églises, des synagogues, des mosquées et autres lieux de culte qui se visitent aujourd'hui comme des musées. Khosrau Mani, ce Kaboul imaginaire qui est rêvé par un de vos personnages, c'est quoi? C'est un Kaboul qui a existé ou c'est un Kaboul qui pourrait encore exister?
Écoutez, c'est un Kaboul qui n'a jamais existé, mais qui aurait pu exister avant que les Moudjahidines n'arrivent et avant que les communistes n'arrivent, bien sûr. Moi, j'ai l'impression qu'après la fin du royaume et la première république, c'était aussi la fin d'un pays qui était en train de connaître la modernité, le développement et tout ça. Et voilà, c'est un chapitre, c'est un souhait, mais en même temps un regret. Alors, le Kaboul dont parle tout le reste de votre livre, c'est à peu près le contraire. Il y a beaucoup de morts. Qu'est-ce que c'est que ce titre d'ailleurs? Qu'est-ce que ça veut dire, La mort et son frère? D'abord, c'est pas un titre c'est pas moi qui ai inventé le titre. C'est un poème très célèbre de la poétesse anglaise Percy Shelley et qui s'appelle la Queen Mob, la reine Mob. Et voilà, ça commence comme ça. Quel prodige la mort et son frère. Euh, Moi, je pensais que la mort, c'est présent à Kaboul, partout. Mais aussi, il y a un frère. Et son frère, pour moi, c'était le rêve d'un exilé. Vous voyez que le livre commence par 2 chapitres. Le premier chapitre, c'est un exilé à Paris, un écrivain qui rentre chez lui un soir, mais n'arrive pas à se coucher. Et puis, enfin, il se couche finalement. Et l'histoire à Kaboul commence quand lui, il est dans son lit. Et le livre se termine par ce personnage qui n'a aucun rapport avec les personnages qui vivent à Kaboul. Voilà, pour moi, c'était le sommeil, le rêve, le frère de la mort. Et d'où vient ce roman? Quel est le point de départ? Pourquoi est-ce que vous avez voulu raconter cette histoire? Écoutez, c'était une expérience très personnelle. Un soir d'hiver à Paris, j'étais en train de rentrer chez moi. J'étais dans une soirée avec des amis et j'ai pris le dernier métro de Paris. À ce moment-là, j'ai vu un jeune homme français qui était en train de descendre l'escalier et qui voulait prendre le dernier métro. Mais il n'a pas pu le prendre, il l'a raté. Et là, j'ai vu sa réaction. Il criait et insultait peut-être. C'est un petit accident. Et moi, je me suis dit que ça, c'est un drame pour un Français, un Parisien, je ne sais pas, pour un Britannique, un Anglais, un Américain, pour les Occidentaux, c'est vraiment un drame. Rater le dernier métro. Tandis que pour moi, pour nous autres, Afghans ou Iraniens, je ne sais pas, Indiens, Syriens, Irakiens, drame, c'est pas ça. Drame, c'est toujours lié à la mort. Et quand je dis mort, je pense parfois que nous, surtout nous les Afghans, nous sommes toujours héritiers de la tragédie persane. Et quand je dis héritier, ça veut dire que nous vivons cette tragédie quotidiennement. Et voilà, c'est l'origine de ce livre. Moi, je voulais montrer ce drame, montrer en même temps la différence qui nous sépare. Et donc, je disais, vous avez choisi de raconter cette histoire d'une trentaine de points de vue différents. Est-ce que vous avez eu cette idée dès le début ou est-ce que ça vous est venu petit à petit? Et pourquoi la raconter de tous ces points de vue? Ça m'est venu parce que moi,
quand je commence un livre, je ne connais jamais l'histoire, ni la fin, ni même le début, ni rien. Il y a une idée, une image, et voilà, ça se développe. Mais dès que j'ai commencé ce livre, je me suis dit qu'il y a deux choses à Kaboul que j'aime bien, pas représenter, peut-être recréer d'une façon ou d'une autre. D'abord, Kaboul, c'est une ville avec un rythme fou et frénétique. C'est-à-dire que la vie à Kaboul, moi j'ai vécu à Paris, je vis à Paris il y a 6 ans, et bien que Paris soit une ville connue pour être vivant, moi je pense que il n'a pas le même rythme que Kaboul, parce que là c'est autre chose. C'est une bataille permanente entre la mort et la vie. Deuxièmement, j'ai l'impression qu'à Kaboul, on entend des voix. Kaboul, c'est une ville avec beaucoup, beaucoup de voix. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Ici, vous entendez un muezzin qui fait l'appel à la prière, et juste quelque part loin, il y a une maison qui est en fait une discothèque. Là, il y a des femmes et des hommes ivres en train de danser, d'écouter du jazz et de faire l'amour. Et juste là, non loin d'ici, vous entendez les cris d'une fille, d'un gamin, d'un homme, d'une femme qui va être violée, qui vont être violés. Et parmi tous ces bruits, il y a les bruits assourdissants des explosions. Et voilà. Moi, je pensais que tous ces personnages, je peux les créer pour que Kaboul ait sa voix ou ses voix. Alors, c'est très, très juste. Et donc, je vais vous poser une dernière petite question. Vous avez dit que donc on sait dans quel état est votre pays, dans lequel il est précisément maintenant. Vous avez dit être journaliste et écrivain, c'est pour moi une forme de responsabilité envers mon pays. Ça veut dire quoi? J'avais dit que être journaliste, c'est une forme de responsabilité. Moi, j'étais journaliste, j'étais menacé à cause de ce métier, donc je me sentais responsable envers mon pays, le peuple. Et voilà. Mais être écrivain, est-ce que c'est une forme de responsabilité? Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Parce que je ne crois pas à la littérature engagée, donc j'ose pas le dire. Mais en tant que journaliste, oui, il faut assurer cette responsabilité. Bon, bah, écoutez, merci. C'était très, très court. On aurait volontiers continué plus longtemps. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour ou rebonjour. Je vais échanger avec Dima Abdallah et elle va nous parler de son livre Mauvaises herbes. Je vais commencer par vous la présenter. Dima Abdallah est née au Liban en 77. Elle est arrivée à Paris en 89, à 12 ans, un peu avant la fin de la guerre, mais quand même avec son frère et sa mère. Elle a étudié l'archéologie. Je ne sais pas si c'est un rapport avec le livre, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. Alors, je ne sais pas, sans doute ça doit vous agacer, mais je vais le dire quand même, vous êtes la fille de la romancière Oda Barakat et du poète Mohamed Abdallah. Non, ça ne m'agace pas du tout. Alors, c'est encore mieux. Voilà, donc Mauvaises herbes, qui est paru chez Sabine Vespizer en 2020, est son premier roman. Il a eu
vingtaine, je crois, de nominations pour des prix. Il a obtenu 5 prix, dont la mention spéciale du prix de la littérature arabe 2020 et le prix des lecteurs 2021 de l'Escale du livre. Voilà, je vais vous dire en quelques mots de quoi parle Mauvaise Herbe. C'est les récits croisés d'un père et d'une fille. On pourrait dire que ce sont deux monologues intérieurs qui alternent. Le récit débute à Beyrouth en 83, quand la guerre civile est sans doute dans un de ses pires moments. Et il s'achève en 2019, où vit ensuite la narratrice. Alors, le roman raconte le lien à son père. C'est un intellectuel qui n'appartient à aucune faction, aucun parti, ce qui est rare au Liban, ce qu'il était encore plus pendant la guerre. C'est un écrivain qui passe ses journées à écrire, sauf quand il s'occupe des plantes de son balcon, et on va voir que ça a une importance. Voilà, sa présence rassure sa fille. Grâce à sa présence, elle n'a pas peur de la guerre jusqu'au moment où elle s'aperçoit que son père est fragile, et peut-être que c'est à elle de le protéger et plus à lui de la protéger. Voilà, je vais pas vous en dire plus parce que je vais lui demander de nous en parler. Et avant qu'elle nous en parle, je voudrais qu'elle nous lise quelques lignes du roman. Je continue à voir la valeur des faibles, des brisés, des échoués, des lâches. Je continue à pardonner aux impardonnables. Je continue à aimer les adventices, ceux qui s'acharnent à pousser dans l'improbable, ceux qui, dans un effort démesuré, arrivent à pousser sur un minuscule substrat entre le béton et le bitume des villes hostiles. Je continue à deviner dans les mauvaises herbes des arbres bientôt immenses. J'aime ceux qui poussent de leur propre chef, qui se moquent bien des qualificatifs qu'on leur donne et qui ont la grâce de la désobéissance. Peut-être je vais d'abord vous demander d'où vient ce livre, quel est son point de départ? Alors, j'ai toujours écrit, mais pas du tout de la manière dont ce livre a vu le jour. Je portais pendant des mois les 2 premiers chapitres qui étaient pratiquement écrits dans ma tête. Et il y a un moment où j'ai senti une urgence, et c'est une urgence que je n'avais jamais ressentie avant. Et cette urgence-là, depuis mars 2019, c'est-à-dire le début de l'écriture de Mauvaise Herbe, jusqu'à aujourd'hui, elle ne m'a plus quittée. C'est-à-dire que là, je travaille sur un nouveau projet, c'est toujours avec la même urgence d'écrire. Et donc, ce roman est très différent d'une part de ce que j'écrivais avant, et d'autre part de la manière dont je l'écrivais. Donc, comment il a vu le jour? Il a vu le jour avec cette urgence-là qui s'est imposée à moi, avec ces 2 personnages qui m'habitaient vraiment, avec cette scène de sortie d'école qu'on voit vue à travers les yeux de la fille puis ceux du père. Et c'est une urgence qui m'a fait m'imposer une discipline nouvelle que je n'avais jamais pour écrire. C'est-à-dire que je me suis mise concrètement au boulot. Et c'est une urgence qui revenait chaque matin. Et donc, je me suis vraiment astreinte à un vrai rituel, à un vrai boulot. Et finalement, ce livre n'a pas été écrit en si longtemps que ça. C'était l'affaire de quelques mois. Et après, pourquoi pourquoi j'ai été habitée par ces mots-là et par ces pensées-là, et pourquoi elles ont demandé à exister, je ne saurais pas vous dire. Mais je sais que le jour où j'ai posté mon contrat pour Mauvaise Herbe, vous savez, comme les dents de lait qui tombent, il y avait une autre dent qui a demandé à pousser immédiatement après. Donc voilà, en tout cas, c'était nouveau pour moi, cette urgence que j'ai ressentie pour écrire. Et vous diriez que le sujet du roman, c'est quoi? Est-ce que c'est une relation entre un père et sa fille, ou est-ce que c'est une famille dans la guerre? Alors, c'est certainement pas un récit de guerre, et encore moins un récit de famille. Je crois que c'est une histoire d'amour. Si je dois résumer, c'est toujours très difficile de dire en quelques mots de quoi il s'agit, mais si jamais je dois
résumer ce livre en quelques mots, je crois que mon éditrice, Sabine Vespizer, elle a employé un très joli terme pour en parler. Elle a dit c'est un chant d'amour. C'est un peu ça finalement, parce que ça a quelque chose aussi de très musical et de très poétique. Et oui, c'est l'histoire d'amour, mais c'est une histoire d'amour en huis clos. C'est-à-dire que on est dans une famille de 4, on le comprend très bien, une famille soudée, une famille où tous les membres sont aussi importants les uns que les autres, sont aussi aimés les uns que les autres. Mais le choix que j'ai fait, qui est très affirmé, était de zoomer sur la relation père-fille. Et c'est presque étouffant parce qu'on est seulement dans ce dialogue-là, un dialogue sourd parce qu'ils ne se parlent jamais, mais un dialogue qui se fait dans la littérature et qui se fait à travers le lecteur. Est-ce que vous diriez que c'est aussi un roman sur la perte, parce que vous avez zoomé sur le père et la fille, mais la première personne que perd la fille, c'est le père? Oui, c'est un roman, bien sûr, c'est un roman sur la perte, c'est l'histoire d'une chute au ralenti du père, en fait. Donc, avant tout, la perte d'un père, mais aussi la perte d'un pays, la perte d'une langue, la perte de la grand-mère, la perte, Française? exactement, la perte de Sandrine, qui est un personnage très présent, qui revient dans le roman. Donc oui, finalement, la plus grande perte reste quand même celle du père. Et c'est aussi la plus grande perte, c'est ce que aussi le père perdra, est en train de perdre. C'est-à-dire que finalement, ce père, contrairement à la petite, il a un référent de paix. C'est-à-dire, il a un pays, elle ne connaît absolument rien d'autre, donc elle ne perd rien parce qu'elle naît pendant. Même si l'exil, bien sûr, plus tard, c'est aussi la perte de son pays. Mais lui, sans s'exiler, finalement, sa perte est bien plus immense que celle que vit sa fille, parce qu'il perd vraiment son pays. Il dit d'ailleurs, je reste parce que j'ai mes souvenirs, parce que je l'ai connu avant, moi, ce pays, parce qu'on a nos nostalgies, on a nos histoires d'amour. Et c'est quelque chose que la fille n'a absolument pas. Et la métaphore des mauvaises herbes qui court vraiment du début à la fin du livre, qu'est-ce que c'est? Alors, vous avez dit une étrangère, c'est comme une mauvaise herbe qui pousse là où elle ne devrait pas. C'est qui les mauvaises herbes dans le roman? C'est avant tout mes deux personnages, bien sûr. On le comprend très bien et c'est pour ça qu'en plus, le titre, il est au pluriel. Mais c'est aussi Sandrine. Je pense que c'est aussi, même si on n'en parle pas, le frère et la mère, on comprend bien qu'on est dans une famille qui se ressemble à peu près. C'est-à-dire que le petit frère et la mère ne peuvent pas être bien différents finalement de la fille et de son père. Les mauvaises herbes, oui, c'est aussi pour évoquer ce fil botanique qui est tendu du début à la fin du roman pour dire plusieurs choses, pour dire la poésie, pour dire le beau, pour dire beaucoup la mémoire. Pour dire beaucoup la mémoire, et je crois que la végétation, je crois que ce retour même à la végétation auquel on assiste de nos jours dit cette mémoire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très archaïque dans notre mémoire quand il s'agit de végétation, parce que finalement, c'est ce qui a précédé tout ça. Alors, dans nos sociétés occidentales modernes, c'est ce qui a précédé cette modernité-là, où on avait un rapport beaucoup plus étroit avec la nature. Et pour ce qui est de mes personnages, c'est quand le père parle des plantes et parle du potager de la grand-mère, il parle de ce qui a existé avant la guerre, de ce qui a été là avant, de ce qui est perdu, Et les mauvaises herbes, parce que pour deux raisons aussi très essentielles, c'est que c'est avant tout une étrangère, une mauvaise herbe, c'est une plante qui pousse parmi autre chose. Et si j'ose dire, mes deux personnages poussent parmi autre chose, dans un milieu qui ne leur ressemble pas, en tout cas dans lequel ils ne se reconnaissent pas. Et c'est aussi des plantes libres.
c'est aussi des plantes libres, les mauvaises herbes. Et je crois que malgré la noirceur de ce roman, ça reste quand même un champ de liberté. Ça reste quand même... moi, je trouve qu'il y a une sorte de résistance chez mes deux personnages. Un choix de la liberté, un choix qui n'est pas facile, qu'on paye très cher. Finalement, c'est un peu l'histoire d'une addition à payer, d'une facture, ce livre, parce qu'ils sont ce qu'ils sont et être ce qu'ils sont, que ça soit pendant la guerre civile au Liban ou à Paris en tant que paix. Je veux dire, on vit dans un monde violent. On n'a pas besoin d'une guerre civile pour ressentir la violence du monde. Et quand on est sensible et perméable et un peu trop libre dans sa tête, ça engendre de grandes souffrances. Ouais. Alors, je vais poser une dernière question, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Vous vous dites que votre personnage, la jeune fille, a perdu la langue arabe. Est-ce que vous l'avez perdue? Est-ce que vous l'avez perdue et retrouvée? Où est-ce que vous en êtes avec l'arabe? Non, je ne l'ai jamais perdue. Je l'ai jamais perdue. J'ai même fait des traductions. Mais par contre, elle devient parfois transparente. C'est-à-dire que je ne l'ai pas perdue, mais je l'ai quand même un peu trop perdue à mon goût. Parce qu'une langue, ça se pratique, parce qu'une langue, ça se parle pratiquement au quotidien. Et j'ai beaucoup plus perdu, évidemment, l'écrit que l'oral, parce que, par la force des choses. Mais vous savez, c'est quand même... j'ai beaucoup de mal à considérer à présent le français comme une langue étrangère. C'est une langue que j'ai commencé à apprendre tellement tôt et que j'ai parlé tellement tôt que c'est vrai que je ne me sens pas exilée en territoire dans la langue française. Mais oui, c'est un peu douloureux. C'est douloureux de perdre cette langue-là. Mais pour ce qui est de mon personnage, en réalité, elle est en conflit avec cette langue parce qu'il ne faut pas oublier aussi que la violence qu'elle a vécue, elle n'est pas, comment dire, que dans le bruit des bombes ou dans les abris. Elle est verbale. Elle est très verbale. Elle a assisté à des humiliations de son père. Donc la violence s'exprime aussi par les mots. Et c'est pour ça qu'elle a un petit peu de mal à faire la paix avec sa langue, avec la langue qu'elle associe finalement à ces années de guerre qu'elle a vécues. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Donc, bonjour à tous. Je vais dialoguer avec Iman Mersal et elle va nous parler de son livre sur les traces d'Enayat Zayat. D'abord, je vais commencer par vous la présenter. Iman Mersal, elle est née en Égypte. Elle a étudié à l'Université du Caire où elle a fait un doctorat de littérature arabe. Elle a commencé à publier des poèmes entre 1990 et 1997. Puis elle a quitté l'Égypte. Elle est passée aux États-Unis, puis s'est installée au Canada, où elle enseigne l'arabe à l'Université d'Alberta. Et elle a publié 3 autres recueils de poèmes. Ces poèmes l'ont placée à l'avant-garde de la poésie arabe contemporaine. Un recueil a été publié chez Actes Sud en 2018, Deux choses m'ont échappé. Et alors, il y a un autre livre qui a été publié, qui n'a pas été publié en France, mais qui a été publié en arabe en Égypte et je pense au Canada en anglais. Je vais vous donner son titre anglais. C'est How to Mend Motherhood and its Ghost. Et donc, en français, c'est la maternité, comment réparer sur la maternité et ses fantômes.
Et donc, je suis tombée dessus récemment. Je n'ai lu que le premier chapitre en anglais et c'est formidable. Donc, ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, mais c'est un livre de non-fiction, c'est une espèce de réflexion sur la maternité que je vous conseille si vous lisez l'arabe ou l'anglais. Mais on va parler aujourd'hui d'un livre qui a été traduit en français. Donc, sur les traces d'Enayat Zayat. Alors, c'est un livre qui part du suicide d'une jeune écrivaine égyptienne. C'est quelque chose entre la biographie, même si Imad Mersal dit que ce n'est pas une biographie, c'est quelque chose entre la biographie et l'enquête historique, l'enquête littéraire. Peut-être que c'est une enquête sur cette écrivaine elle-même, et peut-être que c'est en même temps une enquête sur Imad Mersal elle-même. Ce livre a reçu le prix Cheikh Zayed en 2020, on considère parfois comme l'équivalent du Nobel arabe. Voilà, donc, cette jeune écrivaine, Enayat Zayat, issue de la bourgeoisie égyptienne, s'est suicidée en 1963 à l'âge de 26 ans. Son unique roman, L'amour et le silence, elle n'avait pas réussi à le faire publier. Il a été publié quelques années après sa mort en 1967. Et Imad Mersal est tombée dessus par hasard. Elle n'en avait jamais entendu parler. Elle est tombée dessus par hasard chez un bouquiniste dans les années 90. Et à partir de là, pendant une vingtaine d'années, elle a fait des recherches, elle a réfléchi, il y a eu des interruptions, elle a recueilli des témoignages, retrouvé des archives, des photos, rencontré des gens qui avaient rencontré Enayat Zayat. Et voilà, après beaucoup d'obstacles et de faux départs, elle a achevé ce livre qui est très étonnant, très, très, très dérangeant, très, très, très fort. Voilà, et la question, c'est aussi qu'est-ce qui explique le suicide de cette jeune femme? Est-ce que c'est son roman qui a été refusé, son divorce, le fait qu'on l'ait séparée de son fils? Est-ce que c'est la dépression? Elle souffrait d'une dépression chronique. Et puis aussi, qu'est-ce qui explique l'oubli de cette jeune écrivaine dans l'histoire de la littérature égyptienne? Voilà, c'est toute cette enquête qu'a fait Imad Mersal. Voilà, peut-être qu'avant de lui poser quelques questions sur le sujet, je vais lui demander à elle aussi de nous lire quelques lignes de son livre pour que vous entendiez sa langue. عنايات أيضا كاتبة فريدة وخيالها أكبر من تتبعي لأثرها. عندما وعدتها أن أزورها كلما عدت إلى مصر لأن المقابر لا تتحرك من أماكنها، كنت أكلمها عن نفسي: ستكونين دوما جزءا من رحلتي، خطوة على طرق هذه المدينة التي أحببناها وكرهناها، وللغربة التي عشناها في لحظتين مختلفتين، ولمعنى الكتابة التي أعطتنا وأخذت منا. Je vais vous le lire en français. Enayat aussi est une écrivaine unique et son imagination est bien plus vaste que découvrir en suivant sa trace. Quand je lui ai promis que je lui rendrais visite chaque fois que je reviendrai au Caire, parce que les tombeaux ne bougent pas de sa place, je lui parlais de moi. Tu seras toujours partie prenante de mon voyage, un pas sur les chemins de cette ville que nous avons aimée et haïe, de cette fêlure que nous avons vécue à deux moments distincts, du sens de l'écriture qu'elle nous a donné et qu'elle a pris de nous. Alors, je vais d'abord vous demander, qu'est-ce qui vous a donné envie de partir à la recherche d'Enayat Zayat? هو زي أي رغبة يعني ممتدة على مدى سنوات طويلة في أسباب مختلفة. يعني السبب الأول كان سؤال بسيط جدا: مين هي الكاتبة وليه الرواية بتاعتها مش موجودة في تاريخ الأدب العربي الحديث أو كتابة المرأة.
Comme toute envie, c'est quelque chose qui s'est prolongé sur plusieurs années. Alors, la première question, c'était de savoir qui était Inayat Zayyat et pourquoi elle était absente de l'histoire de la littérature arabe. لكن أول ما بنسأل سؤال عن شخص بنكتشف إن فيه قصص كتير جدا تستحق إنها تحكى. وبعد شوية يمكن كان عندي إحساس إن القصص دي تخصني، ما تخصش عنايات الزيات بس، سواء كانت النشر أو وقوف المرأة أمام القانون أو التعليم الأجنبي في مصر، أو كل الحقيقة الفترة بتاعت جمال عبد الناصر وخطاباتها السياسية. فبمعنى إن بقى في سبب جديد طول الوقت إنه يعطي طاقة للبحث عن عنايات. En fait, de cette première question, on se rend compte que derrière, il y a plusieurs histoires qui se cachent, et donc il y a plusieurs histoires à raconter. Et j'avais le sentiment que ces histoires me concernaient. Et ce qui arrivait à Inayat me concernait. Par exemple, le problème de la publication, le problème de la femme qui affronte la loi ou le droit, mais aussi, par exemple, l'enseignement étranger, où tout ce qui se passait pendant la période nassérienne, le discours politique pendant la période nassérienne. So the last thing، يعني آخر حاجة عايزة أقولها في السؤال ده، إنه يعني حصلت لحظة تنوير حسيت فيها إن أنا مهتمية بقراية الماضي، وبإني أشوف الشخص ده فعلا في الفترة اللي عاش فيها وفي كل السياقات اللي حواليه. وده بمعنى أصح هو سؤال عن الفردية، سواء كانت الفردية في الستينيات والخمسينات أو الفردية في التسعينات، لما أنا نفسي كنت كاتبة شابة يعني عايشة في القاهرة. Et pour compléter la réponse suivante, donc j'ai eu l'impression que toutes ces choses donc listées concernant Inayat faisaient naître de nouvelles questions. Revenons à la réponse à cette question. J'ai eu comme un moment comme une vision, un moment de lumière, et je me suis rendu compte que j'étais finalement intéressée par le passé, intéressée par la lecture du passé, de voir ce qui s'y passait, et surtout de m'intéresser aux individualités, enfin intéressée au contexte, mais aussi intéressée par les individualités, que ce soit les individualités dans les années 60 ou les individualités dans les 90, dans les années 90, là où moi je me trouvais. Et en commençant votre recherche, enfin en menant votre recherche, en cherchant dans les archives, en rencontrant Nadia Loufti, qui avait été la plus proche amie d'Inayat, en rencontrant la sœur d'Inayat, vous êtes tombé sur des vérités partielles, contradictoires, une espèce de puzzle qui semblait toujours être incomplet. Comment est-ce que vous êtes débrouillé avec toutes ces difficultés? Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez eu envie de laisser tomber? أيوة، الحقيقة يعني مع كل كتاب بيبقى فيه لحظات من اليأس إنه يعني الكتاب مش هيخلص، فأكيد ده حصل مع كتاب في أثر عنايات الزيات. لكن أنا عايزة أتكلم عن سؤالك عن الصعوبات في المقابلات الحوارات الشفوية مع الأشخاص. هديكي فرصة. Oui, bien sûr, dans tout projet de livre, il y a des moments de désespoir, on a l'impression qu'on ne va jamais arriver vers la fin, mais je veux surtout parler des difficultés que j'ai rencontrées lors des entretiens, enfin, les entretiens oraux avec les personnes. في اللقاءات الحوارات الشفوية بيبقى فيه إحساس عند كل شخص إن هو بيقول الحقيقة، لكن أنا كان عندي إحساس إنه ما فيش حاجة اسمها حقيقة. لما أخت أو صديقة بيحكوا عن عنايات اللي ماتت من أكتر من 50 سنة، هما بيحكوا بعد رحلة تأويل لكل الآلام والمشاعر اللي هم حسوا بيها على مدى 50 سنة. وعلشان كده أنا يعني كنت مصرة ألاقي صيغة سردية أو طريقة سردية
تخليني ما اتكلمش باسم عنايات ولا اقبل اللي بيتقال عنها. يعني يكون في فرصه ان انا احكي قصه البحث، وبالتالي تبقى في مسؤوليه اخلاقيه لكل شخص قال حاجه، وما يكونش انا ليا دور في اني اقبل او ارفض كل حاجه تتقال. En fait, lors des interviews orales, chaque personne a l'impression de dire la vérité. Mais moi, j'avais le sentiment qu'il n'y avait pas vraiment de vérité. C'est-à-dire que ce soit la sœur ou l'amie qui parle de Inayat, elle parle finalement d'une personne morte depuis plus de 50 ans. Et forcément, le récit qu'elle livre est le reflet d'une reconstitution des douleurs ou des peines que ces personnes ont vécues. C'est pour ça que j'ai insisté dans mon écriture à ne pas raconter l'histoire de Inayat, mais plutôt raconter l'histoire de ma quête, l'histoire de ma recherche. Parce que là, il y a aussi une responsabilité éthique qui est celle de ne pas... qui est celle de laisser cette responsabilité à la personne qui a parlé et de ne pas, à la personne donc, qui a livré le récit, et de ne pas me permettre, moi, de restituer la vie de Inayat. Qu'est-ce que cette enquête vous a appris que peut-être vous ne saviez pas sur l'Égypte des années 50 et 60, et en particulier du milieu littéraire et de la place des femmes peut-être dans le milieu littéraire des années 50-60. ككاتبة شابة في التسعينات في القاهرة، كان دايما عندي إحساس إنه الفترة الأكثر تأثيرا على كل اللي أنا بمر بيه، أنا مش بس المرأة الكاتبة، يعني كل الجيل الشاب اللي كان بيكتب قصيدة نثر في التسعينات، أو كان يعني بيكتب بشكل مختلف شوية عن الشعر العربي الحديث يعني وقضاياه الكبرى. كواحدة شابة في التسعينات أنا كان عندي وعي إن فترة الخمسينات والستينيات هي اللي خلقت الخطابات الكبيرة، يعني الجراند ناراتيفز عن القومية، عن الوطن، عن الكتابة، عن أهمية الالتزام commitment على سبيل المثال. فكان عندي الحقيقة وعي من قبل ما أبدأ كتاب، يعني قبل كتاب عنايات الذات، إن الفترة دي مهمة إن إحنا نروح ونعيد قراءتها. المشكلة دايما إن الواحد عايز يقرأ حاجات كتير قوي في الماضي، بس هو ما عندوش القدرة ولا الوقت إنه يعمل كل ده. بس بيجي سبب حقيقي زي عنايات وبيخليكي فعلا قدام نفسك متورطة في قراية الخمسينات والستينات بسببها. J'étais consciente, en fait, étant jeune écrivaine dans les années 90, sur l'influence des années 60. Par exemple, en tant que poète qui écrivait de la poésie en prose, j'étais consciente que les années 50 et 60 ont finalement créé les grands récits. Le discours, en tout cas, sur la littérature, les grands aussi, mais c'est les grands discours sur l'engagement, le nationalisme. Et avant, en fait, d'écrire ce livre, j'avais envie de revisiter cette période, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans le passé qu'on a envie de lire, mais on n'a pas le temps. Et puis vient à un moment donné une vraie raison qui finalement nous pousse on trouve la vraie raison qui nous permet de replonger dans ce passé. Alors, pour revenir à la personnalité d'Inayat, deux fois dans le livre apparaît un long paragraphe qui emploie les mêmes mots et les mêmes phrases pour décrire votre état d'esprit et celui d'Inayat, deux moments de fragilité et de crise. Alors, je ne sais pas, peut-être que je vais en lire deux ou trois phrases. Toutes les semaines précédentes, Inayat s'est sentie comme un épouvantail. Sa main tremble dès qu'elle prend une tasse de café. Son humeur passe d'un extrême à l'autre à la vitesse de l'éclair. Les crises de panique l'assaillent sans crier gare. Les somnifères sont impuissants à vaincre l'insomnie. Les journées sont des traversées périlleuses des heures de travail. Yeah, أنا فاكرة طبعا. I remember it. الحقيقة يعني دي بس كانت
يعني مثال بسيط على إزاي فيه دايما مشكلة لما بنكتب على حد تاني. أنا كتبت المقطع ده في وصف اكتئاب عنايات، وبعدها حسيت إنه إيه اللي أنا بعمله ده، أنا مش المفروض أتكلم باسمها. هي عندها طريقة تانية خاصة بيها في وصف الاكتئاب بتاعها، وبالتالي كان الفقرة دي بعدها على طول الفقرة اللي عنايات بتوصف بيها الاكتئاب بتاعها. بس علشان يعني أنا بحب اللعب في الكتابة، أخدت المقطع ده وحطيته في وصف اكتئابي الشخصي في فصل تاني، بمعنى إن أنا بأكد للمرة التانية إن دي طريقتي في التعبير عن الاكتئاب، لكن بما إني بتكلم عن كاتبة مش عن امرأة عادية، فأنا مش هتكلم باسمها في وصف الاكتئاب بتاعها. لا، أنا وصفت عنايات بمقطع وبعدين غيرت رأيي وجبت كلام من عندي عنايات لوصف المقطع، وبعدين خدت نفس المقطع ده وحطيته في فصل تاني وأنا بوصف فيه اكتئاب الشخصي، فهو المقطع بتاعي، أنا بس رفضت إن أنا أوصف بيه عنايات. En fait, ça, c'est justement un exemple de la difficulté ou des problèmes qui surgissent quand on raconte la vie de quelqu'un d'autre. Et justement, à un moment, lorsque j'ai voulu décrire la dépression ou les moments dépressifs de Inayat, j'ai écrit ce paragraphe et ensuite je me suis dit, mais non, qu'est-ce que tu fais? Elle a sa propre façon d'exprimer sa dépression ou ses moments dépressifs. Et c'est pour ça qu'après, j'ai pris un paragraphe d'elle où elle décrit sa propre dépression ou ses propres moments dépressifs. Mais comme moi, j'aime jouer dans l'écriture, j'ai repris ce paragraphe pour décrire mon propre état, mon propre sentiment. أنا بس عايزة أقول حاجة صغيرة، إنه الحقيقة فكرة إن الواحد يحجم صوته، يحجم يعني يقلل تلمت يعني صوته، إنه ما يتكلمش باسم حد تاني، كان أحد المشاكل مش المشاكل يعني الطموحات الكبيرة بالنسبة لي وأنا بعمل إديتنج للكتاب. كنت حساسة جدا لأي جملة أنا بصف فيها عنايات وكأني دي الكلام النهائي. فأعتقد إن في الإديتنج أنا حذفت كمان جمل كتيرة جدا كان ممكن تكون مربكة أخلاقيا بالنسبة لي، لأنه ليه أنا بوصفها كده؟ يعني مين قال لي إن أنا بعرفها؟ إيه الفرق بيني وبين أنيس منصور اللي كان بيعطي لنفسه حق إن هو يوصفها عادي جدا وكأنه بيعرفها معرفة تامة؟ Une des obsessions, ou en tout cas de mes ambitions pendant que j'écrivais ce livre, c'est disons, de limiter, de réduire le plus possible ma voix, ma propre voix. Et effectivement, lorsque j'étais en train de réviser le livre, j'ai supprimé beaucoup de mots, j'ai supprimé beaucoup de phrases qui peuvent être un peu maladroites ou qui peuvent confondre les lecteurs et qui peuvent effectivement poser un problème éthiquement parlant. Et à ce moment-là, par exemple, je me disais, mais quelle est la différence entre moi et Anis Mansour, qui prétend la connaître et raconter la vie de Inayat Zayyat? Et quand même, quand vous jouez avec ce paragraphe que vous attribuez à Inayat et puis à vous-même, qu'est-ce que vous nous dites de votre relation à Inayat Zayyat? Est-ce que vous nous dites comme Flaubert, Madame Bovary, c'est moi, ou est-ce que voilà, quel est le lien qui s'est créé entre vous et elle au cours de l'enquête? هي يعني الحقيقة علاقة غريبة، يعني أنا ما أعرفش أوصفها إزاي. لأنه يعني أنا واعية إنه ما فيش تشابهات كبيرة، بس واعية كمان إن في تشابه مهم. تشابه مهم ده يمكن يكون سؤال الفردية في الخمسينات وسؤال الفردية في التسعينات. بالنسبة لعنايات، هي كانت يعني فتاة برجوازية بتحاول تكتب متصورة إن الكتابة هي اللي بتعطي لحياتها معنى. بالنسبة لي أنا لحسن الحظ أنا مش من طبقة برجوازية، هسيبها كده مفتوحة
وكنت في التسعينات وكنت متصورة إن الكتابة هي اللي بتعطي الحياة معنى. أعتقد الاكتئاب والإنسومنيا، الأرق، كان حاجة مشتركة، مش كده وبس، ومحاولتنا إحنا الاتنين إن إحنا نكتب عنها. Alors, cette relation est une relation étrange. Je ne sais pas vraiment comment la décrire. Je pense que je suis consciente qu'il n'y a pas beaucoup de ressemblances entre nous, mais je crois aussi qu'il y a un point commun, peut-être un point commun important, peut-être que c'est la question des individualités. Finalement, une individualité des années 50 et une individualité des années 90. Inayat Zayat, des années 50, était issue d'une famille bourgeoise et elle pensait qu'effectivement l'écriture était un moyen de donner sens à la vie. Et moi, je suis une jeune des années 90 qui ne vient pas d'un milieu bourgeois et je m'en tiendrai là en laissant les choses ouvertes. Et je pensais la même chose, que l'écriture pouvait donner un sens à la vie. Et puis, il y avait autre chose de commun, c'est l'insomnie et la dépression et notre envie toutes les deux d'écrire. لكن حتى سؤال الفردية نفسه كان مختلف. يعني أنا ما أعتقدش إن كاتب أو كاتبة شابة في الخمسينات أو الستينات كانوا بيكتبوا وفيه خطاب هام، في خطاب سياسي هام موجود، وفي حالة إن المجتمع كله بيتقدم، يعني في progressive society. يعني في التسعينات كان العالم خرابة، يعني خرابة رسمي في كل حتة. يعني احنا كنا عايشين تحت حسني مبارك لما أنا كنت بدور على صوتي كشاعرة شابة. ما فيش خطاب سياسي متماسك، في حرب الخليج، وفي سؤال كبير عن القومية العربية. يعني تقريبا كان الواحد بيدور على فرديته في إطار خرابة، يعني ما فيش حاجة أصلا يقف ضدها أو يتخانق معاها. يعني فيعمل إيه طيب؟ يعني كنا ضايعين تماما يا أستاذ ربا. ما أعرفش بقى تعرف ترجفي ده ازاي. Mais en fait, même la question de l'individualité se posait de façon différente, parce que dans les années 50, les jeunes écrivains écrivaient dans un contexte où il y avait un discours politique homogène, fort, et où la société progressait. Dans les années 90, je peux dire que nous étions dans un monde qui allait à volo, qui était un monde complètement dissolu. On était sous Hosni Moubarak, il y avait la guerre du Golfe, et donc il n'y avait pas vraiment un discours politique homogène. Donc cette recherche d'individualité se faisait dans un contexte un peu d'un monde à la destruction, d'un monde dissolu. Et donc, il n'y avait rien contre lequel on pouvait vraiment se battre, ou s'affronter. Est-ce que vous diriez que dans cette enquête sur Inayat Zayat, vous avez aussi appris des choses sur vous, en plus d'apprendre des choses sur elle? بيتهيألي يعني مش بس إن الواحد يتعلم حاجات عن نفسه، هو الحقيقة إن الواحد يفتح جروح فردية كانت مقفول، يعني مش عايز يواجهها. يعني هعطي مثال لده، إنه أنا سبت مصر وسنة 98 وعايشة في أمريكا الشمالية. علاقتي بالقاهرة اتغيرت كتير جدا طوال 20 سنة دول. يعني كان الواحد بيرجع مصر يلاقي قهوة بيحبها جدا بقت محل أحذية، يرجع مصر يلاقي ناس كانوا مؤثرين في حياته ماتوا، يعني اختفوا من المكان. فعلاقتي بمصر كانت بتقل أو بتنكمش طول الوقت. أثناء بحثي عن عنايات، يعني أنا تقريبا مشيت الشوارع يعني اللي هي مشت فيها، الأماكن اللي هي عاشت فيها أو اشتغلت فيها، المقبرة اللي هي اتدفنت فيها. فحسيت إن في حاجة مهمة بتحصل بالنسبة لي، وهي المصالحة مع مدينة القاهرة. C'est pas, la question n'est pas tellement d'apprendre sur soi, mais plutôt d'ouvrir des plaies individuelles qui nous concernent, des plaies qu'on n'a pas voulu peut-être affronter. Alors, je vais vous donner un exemple. Moi, je suis partie de l'Égypte en 98 et je me suis installée en Amérique du Nord.
Et ma relation avec le Caire a changé durant ces 20 ans. Par exemple, lorsque je retournais au Caire, j'allais à un endroit que j'aimais bien, et ben je me rendais compte que voilà, maintenant un lieu s'est transformé en magasin de chaussures, ou des personnes qui comptaient pour moi, qui étaient importantes, sont mortes. Donc ma relation avec l'Égypte se distendait. Et en fait, la recherche que j'ai faite pour ce livre, en visitant, je suis retournée en Égypte et j'ai visité des lieux que Inayat a habité, des lieux où elle a travaillé. J'ai même visité sa tombe. Et donc, il y a quelque chose qui s'est créé à ce moment-là de nouveau avec l'Égypte. Alors, je vais vous poser une dernière question puisqu'on arrive à la fin de notre temps. Vous avez raconté que quand vous aviez, après avoir quitté l'Égypte et être arrivé au Canada, vous aviez cessé d'écrire pendant plusieurs années. Vous ne saviez pas comment écrire à partir de cette nouvelle position. Et vous dites être revenu donc à l'écriture en 2004, je crois. Qu'est-ce qui vous a permis d'y revenir et voilà, comment ça s'est passé? يعني البعد عن المكان الأصلي اللي احنا بنسميه يعني وطن أو هوم أو يعني أعتقد بيعمل شرخ كبير بيخص الكتابة. لما أنا رحت كندا في الأول أكيد كنت بقعد أقرأ كتير جدا. كان عندي مشكلة ضخمة قوي مع الكتاب اللي بيكتبوا مقارنة بين الوطن والمكان الجديد بتاع الهجرة. كان عندي مشكلة شوية مع الناس اللي بيكلموا عن الحنين، كأن العلاقة بالمكان القديم هي علاقة حنين فقط، وكأن إحنا ما كناش غرباء في الوطن يعني مثلا لا سمح الله ده مش صحيح. فكان عندي مشكلة ضخمة إن أنا كأني كنت ببحث عن صوتي من أول وجديد، يعني كأني بعد نشر 3 دواوين قبل ما أسيب مصر سنة 98 محتاجة ألاقي صوتي تاني علشان أكتب قصايد تاني، ولما نرجع هقول لك يعني أنا رجعت أكتب إزاي. Effectivement, le fait d'être loin du pays crée une espèce de faille concernant l'écriture. Bien sûr, au Canada, je lisais beaucoup, mais j'avais un problème avec les auteurs qui écrivaient en comparant le pays avec le nouveau lieu dans lequel ils vivaient. Ils écrivaient aussi à propos de la nostalgie au pays, comme si la seule relation avec le pays était une relation nostalgique et comme si on n'était pas des étrangers quelquefois dans notre pays. Et donc, je cherchais moi-même ma propre voix. Voix, donc V-O-I-X, dans la bouche d'un Iman, mais qu'on peut comprendre comme voix I-E aussi. Je cherchais donc ma propre voix. Bien sûr, j'avais publié 3 recueils de poèmes avant de quitter l'Égypte en 98, mais j'étais à la recherche de ma voix, de ma nouvelle voix. يعني أعتقد كان فيه برضو يعني عشان أنا بعتقد إن كل كاتب بيعاني بفترات عتمة وفترات تنوير، يعني أو لحظة، مش فترات، هي لحظة تنوير واحدة اللي ممكن تنقذه. فأكمل. Alright. Tout auteur vit des périodes d'obscurité et des périodes de lumière. Enfin non, ce ne sont pas des périodes, ce sont des moments, des instants. فلحظة التنوير بالنسبة لي كانت فعلا إنه نفس الأسئلة بتاعتي تتحط في جغرافيا جديدة أو في أرض جديدة وتتطور مع الأرض الجديدة دي. فمثلا في كتاب جغرافيا بديلة كنا لسه بنتكلم عنه في بره اللي صدر 2006، يعني حسيت ان انا بحاول فعلا اتحرر من التيمات اللي بتحدد للكاتب اللي مغترب او المهاجر او البعيد يكتب ايه وما يكتبش ايه. وكنت فعلا مهتمية ان انا افهم اغترابي في مصر قبل ما اسيب مصر، وقلبي مفتوح لاني أعيش حياتي بجد في الأرض الجديدة اللي هي كندا دي، باعتبارها كمان أرض ممكن تبقى وطن، يعني مش حاجة غريبة، يعني مش أرض للمنفى، يعني هي ممكن تكون جزء منك وجزء في تطويرك، وبالذات إن
إنك محاط بمهاجرين كتير جدا زيهم زيك بالظبط وبيحاولوا يبنوا الحياة الجديدة دي في مكان تاني. Et donc, ce moment de lumière ou cet instant de lumière a été pour moi de trouver ma voie dans cette géographie nouvelle. Et d'ailleurs, dans mon recueil publié en 2006, Géographia Badila, qu'on peut traduire par géographie alternative ou géographie de substitution, j'ai essayé justement de me libérer des thèmes qui étaient imposés aux auteurs dans les exils. Enfin, l'auteur de l'exil doit écrire les thèmes sur lesquels il doit écrire. Et justement, j'essayais de comprendre mon exil et de vivre pleinement ma vie au Canada et de comprendre cette terre d'exil, de vivre dans cette terre d'exil, pas seulement comme une terre d'exil, mais comme une terre qui peut aussi devenir son propre pays. Une terre dans laquelle on rencontre aussi d'autres immigrés qui, comme nous, essayent de construire cette nouvelle vie. Merci beaucoup. Merci. Voilà, je crois que le temps qui nous est imparti est achevé. Donc, merci à toutes les deux.